Salut à tous, aujourd'hui nous sommes le lundi 7 novembre, il fait super moche dehors et je vais commencer cette première vidéo FAQ. Donc FAQ ça veut dire Frequently Asked Questions en anglais ou foire aux questions en français. Et le principe c'est simplement de répondre à vos questions pour fêter le cap des 1000 abonnés qu'on a franchi récemment. Et là on doit être pas très loin de 1200. Donc pour cette vidéo j'ai pris toutes vos questions que vous m'avez envoyées en commentaire sur YouTube, par mail, sur Facebook. Et je les ai classées par thématique. J'ai juste laissé de côté quelques questions qui étaient très spécifiques ou un peu plus intimes sur la question de la confiance en soi par rapport aux langues. Et donc je vais répondre à vos questions, ce qui est une aubaine pour moi parce que j'en reçois beaucoup de plus en plus et je vous en remercie. Mais ce n'est pas toujours facile parce que j'essaie vraiment à chaque fois de vous répondre en vous donnant une réponse détaillée, complète, qui vous soit utile. Et je commence vraiment à manquer de temps, donc c'est vraiment l'occasion de faire un rendez-vous autour de ces questions et je vais y répondre tout de suite. Alors je commence par une question de Vincent qui me demande: en Grande-Bretagne, l'anglais et son accent sont-ils différents selon les classes sociales? J'ai eu du mal à comprendre l'anglais employé dans certains films de Ken Loach, qui portent souvent sur le monde des ouvriers ou laissés pour compte. Alors évidemment, comme dans tout pays, comme dans toute société, il va y avoir des accents qui vont être associés à différentes classes sociales. À l'origine, un accent va être plutôt géographique, mais il va se retrouver associé à certaines classes sociales. Par exemple, le Nord-Pas-de-Calais est une région qui a des difficultés économiques en France, et donc l'accent local est déconsidéré socialement. Et en Grande-Bretagne, il y a énormément d'accents différents, même simplement dans la ville de Londres. Par exemple, l'accent le plus célèbre, c'est celui des Cockneys dans le quartier Est, qui originellement sont plutôt ouvriers, et donc on va considérer que ce sont des accents socialement inférieurs à la Received Pronunciation, qui est vraiment considéré comme l'accent de l'élite anglaise. Et donc forcément, comme dans tous les pays, au Royaume-Uni, il y a des accents qui sont connotés plus ou moins élevés ou bas socialement. Et je continue toujours avec Vincent qui me demande: en mandarin, comment procéder pour ancrer dans la mémoire de long terme les hanzi et leur prononciation? Donc ce qu'on entend par hanzi, ce sont les caractères chinois, les sinogrammes. Et juste en dessous, tu me demandes, même question pour le japonais. Donc je vais faire une réponse groupée, parce que finalement c'est relativement la même chose, ce sont des sinogrammes. Alors moi ce que j'utilise, en tout cas pour le japonais, c'est la méthode qui s'appelle les kanji dans la tête de Yves Magnette, qui est l'adaptation du livre américain de James Heisig, Remembering the Kanji. C'est même James Heisig qui a aussi écrit un livre qui s'appelle Remembering Simplified Hanzi. Donc ça peut être une piste. Alors le concept c'est que chaque kanji en fait est constitué de plusieurs éléments, donc on parle souvent des clés qui sont réellement importantes pour chercher le kanji ou le hanzi dans le dictionnaire. Mais là, on va vraiment décomposer en petits éléments qu'on va assembler au fur et à mesure. Ça sert à rien, par exemple, de prendre un énorme kanji ou hanzi avec énormément de traits si on ne comprend pas chacun des petits éléments qui le composent. Et l'idée, c'est vraiment d'éduquer la mémoire à se souvenir et à reconnaître de chacun de ces éléments. Et ces méthodes qui fonctionnent par association d'images et par mnémotechnique, je les utilise conjointement avec Anki, donc un logiciel de répétition espacée, ce qui fait que chaque jour, j'apprends 5 nouveaux kanji japonais avec un paquet de cartes qui est adapté du livre Les kanji dans la tête. Voilà, donc pour récapituler, répétition espacée et un système qui fait qu'on apprend à reconnaître les éléments et à les combiner les uns avec les autres. Parce que quand on n'a pas appris à le faire, tout ce qu'on voit c'est un immense charabia, des jolis dessins, mais le cerveau n'a pas encore appris à les photographier et à prendre leur sens. Alors à présent, j'en profite pour répondre à une question qui m'a été envoyée bien avant la vidéo FAQ par une personne qui m'a contacté sur Facebook. Donc Mostafa, je ne pouvais absolument pas te répondre parce que Facebook ne me permettait pas de le faire, donc peut-être que tu as quitté Facebook entre temps. En tout cas voilà, je profite de cette vidéo pour te répondre. Donc tu me dis que tu es étudiant en lettres classiques. J'aimerais savoir si tu as des remarques concernant le grec et le latin. Ces deux langues sont-elles les portes ouvertes à d'autres langues? As-tu des conseils pour les assimiler plus vite? Bref, que penses-tu des langues anciennes en général? Alors, les langues anciennes, j'en pense que du bien, j'en parle quasiment pas parce que, personnellement, les langues que j'utilise plutôt pour communiquer, c'est vraiment ma raison de les apprendre principale. Mais sinon, apprendre les langues anciennes, c'est très bien. Je pense qu'il y a beaucoup de conseils qui s'appliquent aux langues vivantes, qui s'appliquent aussi aux langues anciennes, comme la répétition espacée. Après, évidemment, c'est beaucoup plus dur de pratiquer l'égyptien ancien à l'oral sur Skype que l'anglais. Ça c'est une évidence. Il faudra se passer d'une partie de l'apprentissage. Ensuite, est-ce que c'est la porte ouverte à d'autres langues? Donc pour le grec ancien, oui, c'est la porte ouverte au grec moderne, même si je crois que la prononciation du grec moderne est très différente de celle du grec ancien, à vérifier quand même. Pour le latin, évidemment, c'est la porte ouverte à toutes les langues romanes, à commencer par le français, l'italien, l'espagnol, le roumain, le portugais. Donc je sais qu'il y a un grand débat
au sujet de l'intérêt d'apprendre le latin pour ensuite apprendre les langues romanes. Les latinistes diront qu'apprendre le latin c'est essentiel et que ça permet vraiment d'apprendre beaucoup plus vite les langues romanes. Maintenant, j'avais lu une étude sur le sujet qui faisait apprendre l'espagnol à des gens qui n'avaient jamais appris l'espagnol à deux groupes. Dans le premier groupe, c'était des personnes qui avaient appris le français et le deuxième groupe, c'était des gens qui avaient appris le latin. Les chercheurs n'ont pas remarqué de différences significatives au niveau des progrès en espagnol, mais au contraire, ils ont même noté que les personnes qui parlaient français auparavant faisaient un petit peu moins de fautes que celles qui parlaient latin. Parce qu'en fait, les langues romanes à l'heure actuelle sont plus proches entre elles qu'elles ne sont proches du latin. Donc si vous avez fait du latin, ça va vous aider à apprendre les langues romanes. Mais ce que démontre l'étude, c'est qu'il n'est pas utile réellement d'apprendre le latin pour apprendre les langues romanes. Donc si vous voulez apprendre l'italien ou le portugais, par exemple, n'apprenez pas le latin avant pour pouvoir les apprendre plus facilement. Apprenez directement l'italien ou le portugais. Et si vous avez envie d'apprendre le latin, faites-le si vous avez réellement un intérêt personnel à apprendre le latin, par exemple à lire des poètes ou des philosophes de la Rome antique. Après, je pense d'un point de vue vraiment sociétal qu'il y a un intérêt à apprendre les langues anciennes, tout simplement parce que sinon, on perd vraiment le contact avec les personnes qui nous ont précédés. Je vais donner un exemple. Au Vietnam, auparavant, on utilisait l'écriture chinoise, qu'on appelle Cheu Nom ou quelque chose comme ça. Bon, je connais absolument pas la prononciation du vietnamien, donc pardonnez-moi. Mais voilà, avant on utilisait cette écriture, et maintenant on utilise l'alphabet latin avec des diacritiques. Et ce qui se passe, c'est que vu qu'on n'utilise plus l'écriture chinoise, il y a énormément de gens au Vietnam, des dizaines de millions de Vietnamiens, qui sont incapables de lire leur histoire ancienne. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas inutile d'enseigner le grec et le latin pour pouvoir maintenir ce retour aux sources vers les cultures qui nous ont précédés. Alors maintenant j'attaque une question de Lucille qui me dit « Bonjour, bonsoir Pierre », donc en l'occurrence c'est le bonjour. Voici ma question, est-ce normal que je n'arrive plus à articuler quand je parle français en sachant que j'apprends le finnois? Cela m'inquiète un peu. Maintenant grâce à vous j'arrive à rouler les R et j'adore, je fais ce son tout le temps. Alors heureux d'avoir pu t'aider à rouler les R, moi personnellement c'est un peu ma bête noire parmi les sons des langues étrangères. J'y arrive de mieux en mieux mais j'ai encore besoin de pratique. Je pense que dans quelques mois, j'arriverai à les rouler parfaitement comme un italien. Je pense que je ferai une vidéo justement quand j'aurai vraiment fait le tour de la question, parce que je sais que c'est assez compliqué, et vu que je suis allé en Italie il y a pas longtemps, j'ai vu que dans le TGV, que les opérateurs français, quand ils parlaient italien, ils ne faisaient même pas l'effort de rouler les R, ce qui montre que c'est quand même un son exotique pour nous Français. Et ça peut être utile de se pencher sur la question parce qu'on le trouve dans énormément de langues, donc dans le finnois, dans l'italien, l'espagnol, le russe, etc. Et donc le cœur de ta question, c'est que tu n'arrives plus à articuler après avoir parlé finnois. Je pense tout simplement que tu es fatigué après avoir trop parlé une langue étrangère parce que chaque langue a un peu son mode d'articulation, et le fait d'articuler longtemps dans une autre langue, que ce soit l'anglais, l'italien, l'allemand, l'espagnol, etc., au bout d'un moment, quand on revient en français, on est tout simplement fatigué parce que apprendre une langue et apprendre à la parler, au niveau de la bouche, c'est purement physique, c'est comme du sport, et quand on fait du sport, qu'on va courir, qu'on va faire du vélo ou qu'on va nager, à la fin on a des courbatures, on est fatigué. Bah là c'est pareil, donc il n'y a aucune raison de t'inquiéter, repose-toi juste un peu la bouche. Ensuite une question de Miaou. Quelle a été la langue la plus dure à apprendre et la plus longue? Alors en fait j'ai envie de répondre le français. Oui, ça fait un peu la réponse où j'essaie d'avoir l'air malin, mais c'est vrai que finalement la langue maternelle on s'en rend pas compte parce qu'on l'apprend instinctivement, on est obligé de l'apprendre. Mais c'est sans doute celle qu'on met le plus de temps à maîtriser à un niveau supérieur à celui d'un enfant, quoi. Bon, je sais que ta question portait plutôt sur les langues étrangères, donc je dirais peut-être l'allemand dans un premier temps parce que ça a été ma toute première langue étrangère, donc il a fallu mettre en place toutes les structures pour parler autre chose que du français. Ensuite, au niveau de la difficulté, je sais qu'on va souvent cataloguer le finnois comme une des langues les plus dures au monde, donc ça se discute, il y a des points sur lesquels le finnois est très simple comme la prononciation. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a un système de déclinaison qui est vraiment très très complexe, qui va changer le radical du mot quand on va le décliner. Ce qui fait que pour arriver à parler du finnois en déclinant les mots de manière très fluide, il faut quand même pas mal d'entraînement. Donc voilà, il y a cette difficulté du finnois et aussi le japonais. Je trouve pas que le japonais soit spécialement difficile, j'ai pas l'impression de buter contre des choses, de pas comprendre. Mais vu que c'est sans doute la langue la plus éloignée du français que j'ai pu apprendre, évidemment, il faut 2 fois plus de temps pour apprendre quoi que ce soit parce que il faut apprendre une nouvelle écriture, il faut apprendre du vocabulaire qui ne ressemble à rien de ce qu'on a connu, il faut apprendre justement sur l'écriture, les kanji, etc., etc.
Voilà, donc j'ai jamais eu la sensation en fait d'avoir appris une langue difficile parce que finalement je pense que la difficulté des langues c'est avant tout une question d'état d'esprit. Mais je dirais oui, tout simplement le finnois pour le système de déclinaison et le japonais parce que c'est totalement différent. Ensuite, une question d'Antoine. Quelles ont été tes méthodes pour apprendre les 5 langues que tu parles en plus du français? Donc l'allemand et l'anglais c'est facile, je les ai appris au collège et au lycée. Ensuite, le finnois je l'ai appris à l'université. Donc là on va arriver aux langues qui t'intéressent en plus à ce niveau-là, qui vont être l'italien que j'ai appris principalement avec Assimil, donc avec le nouvel italien sans peine et la méthode suivante qui est donc perfectionnement italien. Avec Duolingo pour les exercices, Mosalingua pour le vocabulaire et aussi Memrise pour le vocabulaire. Quant au japonais, je l'ai appris avec Assimil aussi et avec la méthode en japonais qui est donc Minna no Nihongo. Et pour apprendre le vocabulaire, j'utilise principalement Memrise et Anki pour les kanji et pour les fiches de vocabulaire que je me crée moi-même. Ensuite, autre question d'Antoine. Selon toi, quelle est la meilleure méthode d'apprentissage entre Duolingo, Babbel et Mosalingua? Et qu'est-ce que tu penses de ces méthodes? Sont-elles efficaces? En connais-tu d'autres? Alors, moi, ma position, c'est de considérer que tout ce qui est Duolingo, Mosalingua, etc., ce ne sont pas des méthodes de langue. Pour moi, une méthode de langue, c'est vraiment plus le système avec des leçons, leçon 1, leçon 2, etc., avec des enregistrements, des exercices, donc un truc un peu plus complet. Alors pour moi, Duolingo, j'ai considéré que c'est un cahier d'exercices, parce que finalement, c'est à ça que sert Duolingo, à répéter du vocabulaire, des formes qu'on a apprises. Mosalingua, c'est du vocabulaire, Memrise, c'est du vocabulaire également. Babbel, je vais pas pouvoir donner d'avis dessus, parce que j'avais essayé juste une fois une version gratuite où il y avait vraiment que les bases. Alors à la Polyglot Conference, j'ai eu un petit carton avec un code d'essai pour avoir 1 mois gratuit. Donc je pense que à ce moment-là, je vais tester Babbel un peu plus en profondeur. Je pourrais vous donner mon avis dans un article ou une vidéo. Ensuite, mon avis sur les autres applis. Duolingo, c'est très bien, ça ne sert absolument pas à apprendre du vocabulaire. Avant, il y avait un système de révision de vocabulaire qui est plus ou moins tombé en désuétude, en douce comme ça. Je sais pas trop où il est passé. Voilà, ça sert principalement à répéter des phrases. Et je pense que l'entreprise Duolingo, dans sa communication, est quand même très ambitieuse en disant que c'est une méthode de langue, parce que j'ai fait le test avant de partir en Irlande, j'ai voulu voir un peu à quoi ressemblait la langue gaélique irlandais. J'ai testé et je n'ai absolument rien retenu et c'était très difficile parce qu'il n'y avait absolument aucune explication sur la prononciation qui est quand même assez spéciale, aucune explication sur la grammaire qui est aussi assez exotique. Donc bref, apprendre uniquement à Duolingo ça peut marcher, je pense, pour l'espagnol, l'italien, bref, pour des langues très proches du français et sur lesquelles on a déjà des connaissances. Mais sur une langue très différente, à mon avis, Duolingo seul, c'est impossible. Mosalingua, ensuite, donc c'est du pur vocabulaire, c'est très bien. Et ce que j'aime bien sur Mosalingua, c'est la fonctionnalité qui permet de créer ses propres cartes. Comme ça, j'apprends les cartes mémoire de Mosalingua de base. Et quand je suis sur un texte italien, par exemple, et que j'ai du vocabulaire que je trouve intéressant, je peux l'ajouter, et comme ça mélange à la fois les cartes de base de Mosalingua et celles que j'ai envie d'apprendre. Et donc en soi, je considère pas que ces logiciels pris indépendamment les uns des autres suffisent pour apprendre une langue. Ils sont très bien, mais il faut les intégrer dans un système qui sera plus complet. Ce qui m'amène à la question de Jocelyn, qui recoupe la précédente. Je souhaite débuter l'espagnol, et pour cela, j'avais dans l'idée d'utiliser les applications Mosalingua et Duolingo conjointement. Or, d'après vos articles, cela ne suffit pas pour l'apprentissage d'une langue et vous préconisez d'utiliser une méthode. Je pensais que ces applications se basaient déjà sur une méthode d'apprentissage. J'ai alors cherché sur le blog des conseils pour choisir une méthode, mais je n'ai pas trouvé. Pouvez-vous me dire si je dois nécessairement investir dans une méthode payante, et dans ce cas, si vous en avez à recommander et où se les procurer? Alors, je suis d'accord qu'on peut utiliser conjointement Mosalingua et Duolingo, ça marche très bien à mon avis. Maintenant, pour moi, ce n'est pas suffisant parce que aucune de ces applications ne va fournir de base en grammaire, ne va fournir de réels textes sur lesquels se pencher, beaucoup d'audio à écouter pour se mettre en situation, c'est insuffisant. Maintenant, est-ce qu'il faut nécessairement se prendre une méthode payante? Alors ça, c'est un débat qui n'a pas de fin. Alors, généralement, je vais conseiller de le faire, pas parce que j'ai un intérêt à ce que vous achetiez des méthodes, mais moi-même, qui ai un bon niveau d'apprentissage, j'aime prendre, quand j'apprends une langue, une méthode, parce que c'est quand même du travail pré-mâché. L'intérêt d'une méthode, c'est d'avoir des textes, de l'audio, des explications de grammaire, des exercices, et en gros, c'est un peu un tout en un, c'est pré-mâché, et ça me fait gagner du temps personnellement. Donc je considère que ça peut être un bon investissement. Après, il peut y avoir des méthodes gratuites, ou moins chères que d'autres, donc à vous de faire votre choix. Je sais que c'est quelque chose qu'on me demande souvent, donc je vais tester beaucoup plus de méthodes, mais généralement, je considère que Assimil est bien, l'audio est généralement d'excellente qualité, les textes aussi. Les exercices, je suis un peu plus réservé, je trouve que leur fonctionnement est un peu archaïque. Et ensuite, tout le système, à partir de 50 leçons, la deuxième vague, ce n'est pas très bien expliqué, mais bon, en tout cas, j'ai expliqué ça moi-même sur le blog. Donc, Assimil, c'est bien.
Sinon, ce que je peux recommander si vous avez vraiment des difficultés à vous exprimer à l'oral, à vous lancer, enfin si vous vous sentez un peu bloqué, ce serait Pimsleur. Alors je sais que Pimsleur c'est assez cher et on se considère parfois que c'est un peu vieillot, avec des dialogues qui donnent l'impression qu'on apprend seulement à être un homme d'affaires à l'étranger qui va draguer quelqu'un. Mais malgré tout, Pimsleur c'est pas mal parce que le principe c'est qu'on va répéter des phrases de plus en plus complexes à intervalles réguliers, et donc on va apprendre naturellement en parlant, et en parlant dès le départ de son apprentissage. Donc c'est pas mal, et je sais qu'on m'a souvent demandé mon avis sur Michel Thomas ou autre, et ça je vais essayer de les tester dans un futur proche, et comme ça vous aurez plus de choix de méthodes parmi lesquelles vous pourrez choisir. Et ensuite, où les acheter? Généralement, quand on va dans une Fnac ou une grande librairie, on trouve pas mal de méthodes, c'est pas ce qui manque de manière générale, en tout cas pour les méthodes sous forme de livres et distribuées en France. Alors je continue avec une question de Cerbero Miestas. Salut Pierre, bravo pour tes 1000 abonnés, tu les mérites. En guise de récompense, voici mes questions. Bien, je te remercie. Je pense que tu as déjà entendu parler d'Amikumu. Que penses-tu de ce projet? Penses-tu que ça pourrait vraiment apporter à ceux qui apprennent des langues? Personnellement, je suis très enthousiaste. Alors oui, j'en ai beaucoup entendu parler d'Amikumu et vous avez été nombreux à me demander mon avis ou simplement me signaler l'existence de ce projet. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit d'un projet d'appli lancé par des gens qui sont assez actifs à la fois dans la communauté polyglotte et dans la communauté espérantophone. Et le point sur lequel ils vont se distinguer par rapport à toutes les autres applications qui existent sur la mise en relation entre personnes pour apprendre une langue, c'est la géolocalisation. En gros, on se trouve dans une ville, on veut pratiquer une langue, et l'appli va nous indiquer quelles sont les personnes proches de nous géographiquement avec qui on va pouvoir pratiquer. Alors personnellement, j'en pense du bien, je trouve que le concept est bien choisi, surtout pour les personnes qui vont beaucoup bouger, parce que un peu dans le milieu multilingue, je connais pas mal de gens qui vont souvent changer de ville ou qui vont souvent voyager, et c'est bien de pouvoir avoir des gens à portée de main et pouvoir les rencontrer. Finalement, si on veut, c'est un peu le Tinder des langues, donc ça se base sur un principe qui a déjà été éprouvé dans d'autres champs d'application, on va dire, et ça peut fonctionner. Après, il faut voir s'ils arrivent à se démarquer dans un milieu qui est quand même super concurrentiel, parce qu'entre HelloTalk, Tandem, etc., il y a beaucoup d'applications sur le fait de rencontrer des gens pour parler des langues, donc à voir. En tout cas, leur Kickstarter est très bien parti, et je vous invite à y jeter un œil si ça vous intéresse. Alors, c'est un peu lié, mais que penses-tu du mouvement espérantophone et de l'espéranto? Donc l'espéranto, en tant que langue, j'en pense du bien, je pense que c'est important d'en parler, parce que c'est la seule langue construite qui a vraiment atteint ce niveau de langue construite vivante, qui est parlée par des millions de gens dans le monde maintenant. J'ai un ami, Mathieu, si tu regardes cette vidéo, qui a écrit un article sur le blog, donc j'en parle déjà, et je vois l'espéranto avec bienveillance, je vois sa communauté avec bienveillance. Et personnellement, d'un point de vue purement politique, on va dire, ça me dérangerait pas si l'espéranto devenait une sorte de lingua franca européenne. Je pense pas que ce sera le cas, mais personnellement, j'y serais pas opposé. J'aurais pas de problème à parler espéranto plutôt qu'anglais au niveau européen. Pourquoi pas. Après, au niveau de la communauté, alors moi j'ai vraiment pas l'esprit de communauté, donc ça peut influencer mon jugement, mais je trouve que autant il y a un esprit très passionné, très convivial qui fait vraiment plaisir à voir, autant parfois je vois un petit peu de prosélytisme, un petit peu un esprit de lobby. Et parce que j'ai pas pu aller dans un seul événement consacré aux langues sans qu'à un moment il y ait quelqu'un qui vienne, qui prenne la parole en disant alors moi je connais une langue neutre, politiquement, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment parce que de manière générale j'aime bien travailler un peu en solo et je me rallie pas trop au groupe. Mais il y a cet esprit parfois prosélyte qui me dérange un peu. Et ensuite, justement, au niveau de la neutralité politique, je trouve pas ou plus que l'espéranto soit une langue totalement neutre, parce que finalement, elle véhicule certaines idées et va s'opposer à certaines idées, comme par exemple le capitalisme anglo-saxon et l'usage de l'anglais qui en découle. Donc finalement, pour moi, l'espéranto n'est plus une langue neutre. C'est une langue qui est plutôt marquée politiquement, et dans le fond, a-t-elle vraiment besoin d'être neutre? Après, ce que j'ai noté d'intéressant, c'est qu'avant, je pensais vraiment que l'espéranto, c'était la langue par excellence de l'extrême gauche, c'est-à-dire des altermondialistes, des végétariens, des amateurs de logiciels libres, etc., etc. Mais finalement, j'ai découvert qu'il y avait plus de personnes marquées à droite que je le pensais dans le monde espéranciste, et j'ai découvert une plus grande communauté et une plus grande diversité d'opinions au sein de ces communautés. Donc c'est vraiment un monde très diversifié, et si vous connaissez pas l'espéranto, je sais que ça a plutôt mauvaise réputation, ça a une réputation de langue un peu ringarde. Renseignez-vous quand même parce que c'est culturellement quelque chose d'assez important et d'intéressant. Ensuite, autre question de ta part, qu'est-ce qui te pousse à apprendre chaque langue prise individuellement, c'est-à-dire pourquoi le japonais, le finnois, etc. Quelle langue aimerais-tu apprendre en plus de celles que tu apprends déjà et pourquoi? Alors, les langues précisément, donc l'allemand et l'anglais, j'ai pas trop eu le choix, j'étais au collège, on les a imposés entre guillemets, même si finalement je les apprécie toujours.
Le finnois, ça c'est une grande histoire, j'ai pas vraiment de réponse toute faite finalement. Alors ce que je voulais faire, c'était apprendre une langue de la Scandinavie, mais finalement les langues scandinaves, suédois, norvégiens, etc. me semblaient un peu proches de l'allemand, et le finnois m'intriguait beaucoup. Et donc je me suis dit que je pouvais essayer parce que je faisais à l'époque des études qui n'étaient pas uniquement centrées sur les langues. Donc c'est un peu venu par hasard et j'ai fini par tenter le coup et faire une licence dessus. Alors l'italien, c'est simplement parce que je voulais apprendre une langue qui était proche du français et un peu comme faire des vacances. Et aussi parce que j'ai moi-même des ancêtres italiens, donc c'est un peu aller fouiller mes origines, mes racines. Et pour finir, je suis très intéressé par la culture italienne, voilà, je suis très italophile, donc apprendre l'italien m'a permis tout simplement de me mettre en contact avec cette culture. Et pour finir, le japonais c'est pareil, je m'intéresse à la culture japonaise, donc voilà, j'ai grandi dans un peu la génération Club Dorothée, donc je suis pas le plus grand amateur de manga ou d'anime au monde. Si je crois que je suis allé une fois à la Japan Expo parce que ma copine avait eu une invitation, je l'avais accompagnée, mais voilà, toute la culture un peu otaku c'est pas ce qui m'intéresse. Mais je m'intéresse de manière générale à la culture japonaise dans son étrangeté un peu pour un occidental et sa diversité. Et j'ai tout simplement envie d'apprendre la langue parce que ça reste quand même un archipel assez fermé et on ne peut pas vraiment y avoir accès juste avec l'anglais. Quant aux langues que j'ai envie d'apprendre, vous vous doutez bien que j'en ai une liste longue comme le bras. Que ce soit le russe parce que j'adore cette langue, l'espagnol parce que j'ai quand même envie de découvrir le monde hispanophone et parce que c'est quand même une des langues vivantes les plus utilisées au monde. L'arabe aussi, donc voilà, ça n'a absolument pas de fin. Je termine avec la dernière question. As-tu envisagé de faire des vidéos conseils comme tu le fais dans les langues que tu apprends et à faire sous-titrer tes vidéos? Comme ça, tu pourrais toucher un public plus large tout en le motivant et en t'améliorant, quitte à te faire assister par des natifs. Alors les vidéos dans d'autres langues, c'est quelque chose que je compte faire parce que tout simplement, parce que j'ai un peu l'esprit de défi. Donc j'en ferai peut-être en allemand parce que finalement en anglais, je vois pas vraiment l'intérêt, il y a déjà beaucoup de choses. Après, est-ce que c'est pour toucher un plus large public? Pas vraiment, parce que est-ce que par exemple si je fais une vidéo en allemand et que j'attire un public germanophone mais qu'après je en refais pas par la suite, ça a réellement un intérêt? Je pense pas, donc ça serait plutôt un peu par goût du défi, pour simplement par plaisir de parler une autre langue, voilà. Ensuite, Godéric, j'étais là avant tes 100 abonnés, eh ben félicitations et merci d'être toujours présent. Que penses-tu de faire tes vidéos dans d'autres langues? Je veux dire par là, oral, ça m'étonnerait tout de même, charge de travail énorme, ou écrit, par exemple les traductions YouTube. Même des viewers pourraient traduire tes vidéos dans une langue qu'ils connaissent. Ça permettrait plus de visibilité dans le monde et les méthodes d'apprentissage sont universelles. Comme l'a fait Geography Now, et quelques de ses vidéos sont traduites en une trentaine de langues. Donc finalement ça recoupe ma réponse précédente. Je pense faire des vidéos dans d'autres langues un peu par goût du défi. Après je pense plutôt que je le ferai à l'oral qu'à l'écrit, justement, mais si c'est évidemment une plus grande charge de travail. Après, entre nous, ce qui me dérange le plus dans les vidéos en langue étrangère, ce n'est pas le fait de parler, c'est le fait de faire les sous-titres, parce que c'est beaucoup de travail et je déteste ça. Donc, je sais que sur YouTube, on peut sous-traiter les sous-titres à sa communauté, donc si jamais il y a des gens parmi vous qui ont vraiment envie de diffuser ce que je fais et qui adorent ce que je fais, n'hésitez surtout pas à m'en parler. Mais après, c'est pour ça que je compte pas faire beaucoup de vidéos dans d'autres langues, parce que ça implique de faire ce travail de sous-titrage que personnellement je déteste. Ensuite, autre chose, je me suis rendu compte que le fait d'écrire en français, finalement, c'était pas autant un handicap que je le pensais, parce qu'évidemment, quand on écrit en anglais, on touche beaucoup plus de monde. Mais finalement, il y a beaucoup de gens du monde francophone, c'est-à-dire principalement l'Afrique francophone, donc le Maghreb francophone, l'Afrique subsaharienne francophone, qui me suivent, parce que pour eux, c'est la langue véhiculaire la plus proche, et plus proche que l'anglais, qui leur permet de trouver des ressources pour apprendre les langues qu'ils ne trouvent pas dans leur langue maternelle. Donc finalement, je trouve ça assez intéressant de rester sur le français et de toucher un monde francophone qui est beaucoup plus vaste que je le pensais. Et finalement, c'est une bonne chose parce que on veut toujours se dire qu'on va bloguer en anglais pour toucher plus de monde, mais finalement, en faisant ça, on va vraiment reléguer notre langue maternelle au rang des antiquités, des choses qui ne servent plus vraiment. Et l'anglais serait la seule langue vraiment utile. Et je trouve que finalement, même un peu politiquement, au niveau de la francophonie, c'est bon de fédérer une communauté francophone autour de l'apprentissage des langues, et ça permet de maintenir la vitalité de ma langue maternelle, qui est donc le français. Et d'ailleurs, c'était une assez grande surprise à la Polyglot Conference. Quand je suis arrivé, il y a des personnes que je connaissais absolument pas, qui sont venues me voir en disant ah ben je suis tes vidéos, bon tu parles un peu vite, ce qui est vrai, je parle très vite, je vais quand même essayer de faire un effort pour parler moins vite, mais c'est vraiment dans mon ADN ça. Donc finalement c'est une surprise de voir que d'autres personnes qui n'ont pas le français de leur langue maternelle
utilise quand même mes vidéos pour apprendre les langues. Ensuite, une question de Eden Lovegood sur Facebook. Que penserais-tu de créer une chaîne dans laquelle tu donnerais des cours de finnois, par exemple, mais ça peut très bien être une autre langue que tu apprends. Et deuxième question, qui, j'espère, n'est pas trop indiscrète, quel est ton métier? Alors, j'avais pensé à faire des mini-sites, des mini-chaînes ou des mini-formations sur des langues en particulier. J'avais pensé plutôt à l'allemand parce que c'est quand même la langue en dehors de l'anglais que je maîtrise le mieux. Bon, l'anglais, il y a vraiment trop de choses qui existent déjà, ça sert à rien de faire des redites. Donc ça apparaîtra peut-être un jour ou pas. Enfin, j'ai l'idée en tête, à voir si je peux la concrétiser de manière qui soit à la fois motivante pour tout le monde et intéressante. Ensuite, concernant la question inévitable de mon métier, donc je suis auto-entrepreneur et depuis quelques mois, je me concentre uniquement donc sur mon blog Le Monde des Langues. Quand on me demande le métier que je fais, finalement ça n'existe pas vraiment, donc moi j'ai inventé le terme formateur en apprentissage des langues parce que c'est ce qu'il y a de plus proche de ce que je fais. Je suis pas coach, je suis pas prof de langue, finalement ça me correspond assez bien. Après j'ai pu faire d'autres petites choses pour rentrer de l'argent, comme de la traduction, et actuellement je suis aussi sur d'autres projets. Par exemple j'écris des articles sur le blog de Mosalingua. Donc maintenant le cœur de mon métier c'est vraiment le monde des langues et les formations comme revenu principal. Et pour terminer, donc Ivan Mouraviev, qui pas vraiment de question, mais qui tu me dis, je pense que tu peux t'inspirer, pour ne pas dire recycler, ce qui se fait déjà dans le monde anglophone, à savoir qu'ils donnent leur avis personnel sur des sujets relatifs aux langues. Donc c'est plus ou moins déjà ce que je fais, donc après, parfois je vais voir les vidéos des autres, mais finalement je regarde assez peu les chaînes et blogs des autres vulgarisateurs en langue, parce que je considère qu'ils ont plus grand chose à m'apprendre, même si on a toujours quelques petites techniques de temps en temps. Donc là, je consulte plus des ressources, par exemple sur la mémoire, la recherche sur les langues, etc. parce que c'est du savoir vraiment de plus haut niveau. Parce que quand on est vulgarisateur soi-même, on n'apprend pas beaucoup de choses en allant voir les autres vulgarisateurs. Il faut essayer d'être un peu plus exigeant. Après, je pense que quelque part, il y a toujours une actualité pour les langues, et je pense que ce qui pourrait intéresser les gens, c'est que tu donnes ton avis, même s'il est tranché sur une question précise. Ça permet de faire réagir les gens. Alors oui, évidemment, que ce soit sur un blog ou sur YouTube, si on a un avis tiède sur tout, on est tiède et on emmarre tout le monde. Donc j'hésite jamais à donner mon avis tranché. Après, ce qui est amusant, c'est que je trouve qu'on est quand même dans une époque où les gens sont très polarisés, vraiment polarisés, que ce soit à l'extrême gauche, maintenant à l'extrême droite, en tout cas sur les réseaux sociaux, YouTube, etc. Et je me suis rendu compte que finalement, apporter la nuance, comme je le fais souvent dans mes vidéos, c'est presque un avis tranché et très polarisé, parce que on refuse de se ranger dans l'une ou l'autre des tendances. Et je sais qu'on pourra me reprocher dans certaines vidéos de dire alors j'ai pas de réponse préconçue, il y a un esprit critique, etc. Mais je pense que parfois la voie du milieu, c'est la voie la plus difficile, parce que finalement on ne se pose pas et les gens repartent sans réponse précise à leurs questions. Et moi j'ai pas envie de donner des réponses de gourou qu'on ne peut pas contester. J'ai vraiment envie que vous testiez des choses et que même si parfois vous n'êtes pas d'accord avec moi, que vous me le disiez. Et donc par exemple tu cites comme sujet l'éternelle question de l'éducation nationale, la suppression du latin et du grec, ton expérience avec les langues à l'école à la fac, ce qui est bon versus ce qui est amélioré. Autre sujet, les langues régionales, ou bien l'actualité relative au monde des polyglottes, compte rendu de la Polyglot Conference au Gathering, dans matière vidéo. Donc ça c'est des sujets de société que je vais traiter. Après le cœur de ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment donner des conseils d'apprentissage. Et tout ce qui est social, j'entends le traiter quand j'ai la capacité à le traiter. Par exemple, tout ce qui est sur l'éducation nationale, honnêtement, je suis plus à l'école depuis un paquet de temps maintenant. C'est difficile de vraiment donner un avis dessus. Donc, toutes les questions sociales sur lesquelles j'aurai un avis intéressant à apporter, et pas juste c'est des généralités, je pourrais le faire. Et sinon, j'hésiterai jamais à aller voir d'autres personnes qui ont un avis plus tranché sur la question, et les interviewer par exemple, ou faire une vidéo collaborative. Et comme ça, vous aurez vraiment de la matière intéressante. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo qui était un peu longue, mais ça m'a permis vraiment de rattraper tout mon retard sur vos questions. Donc je vous remercie, et si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser ici dans les commentaires. Il y aura une prochaine vidéo qui sortira à la fin de la semaine. J'ai pas encore défini le sujet, mais ce sera plus sur un sujet d'apprentissage. Et pour l'heure, je vous remercie, et je vous dis à très bientôt.